L'IMH est introduite par la loi du 23 novembre 2018, dite loi Elan, dont l'acronyme signifie évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Les travaux qui conduisent à la création d'un IMH ne peuvent être exécutés pas après autorisation de l'autorité en charge de police. Cette présentation est uniquement basée sur les informations données par le dossier accompagnant la loi Elan. L'objectif est de rendre plus lisibles les stratégies de réponse face à un incendie. Selon les explications présentées dans le dossier de justification, l'intervention des secours par l'intérieur des bâtiments est désormais bien plus aisée et des dispositions spécifiques peuvent la faciliter. Ce même dossier présente des communications verticales internes qui permettront plus facilement d'accéder pour les services de secours. Actuellement, les changements de destination sont très coûteuses. Cette nouvelle classe d'IMH sera un compromis pour répondre à la demande. L'objectif est donc de faciliter la réversibilité des bureaux en logement par un rapprochement normatif. Cette nouvelle réglementation sera écrite en obligation de résultat autant que possible. Par le suivi de solutions de référence, c'est-à-dire des objectifs de moyens déterminés à l'avance par le pouvoir réglementaire. Soit en mettant en œuvre d'autres moyens qui permettent d'atteindre le même résultat ou des résultats équivalents, la charge de la preuve reposant alors sur le maître d'ouvrage. Une nouvelle accroche législative dans le Code de la construction a permis d'introduire la notion d'immeuble de moyenne hauteur. Les immeubles de grande hauteur ont pu être définis selon des hauteurs différentes en fonction de l'usage principal retenu. Mais dès lors que l'on crée une catégorie non basée sur l'usage du bâtiment, il convient de créer et d'avoir une nouvelle accroche législative. Ainsi, les articles L 122-1 et L 122-2 ont été modifiés le 24 novembre 2018. Je vous ai dessiné, à ce titre, un petit quartier de Puteaux, où vous avez, dans l'espace de 3 hectares, une multitude de bâtiments de hauteurs différentes. Certains bâtiments sont bien classés IGH, d'autres sont classés en 4e catégorie, d'autres en 3e famille B, etc., etc. Ce quartier est très hétérogène, car les principes d'évacuation sont différents entre un IGH et, par exemple, un immeuble de bureau. La problématique vient dans le nombre de dégagements, les dispositions constructives, les systèmes de sécurité incendie et évidemment les agents de sécurité. L'immeuble de moyenne hauteur va simplifier en harmonisant la totalité de ces bâtiments conçus entre 28 mètres et 50 mètres. Est encadré par, par 3 codes, code de l'habitation, code du travail et code de l'urbanisme. Au sein de ces codes, on renvoie à des arrêtés, donc les arrêtés types pour les codes de l'environnement, les arrêtés encadrant les ERP, donc 22 types d'ERP différents, et l'arrêté emblématique du 31 janvier 86. On se retrouve sur un cas, voilà, on a quasiment 28 règlements différents en France. D'où cette difficulté. Donc,
le premier problème, c'est cette hauteur de bâtiment. Elle est régie par les engins de secours. Ainsi, un projet est analysé et instruit en fonction de son accessibilité aux voies engins et voies échelles. Dans certains cas, notamment en logement, si le bâtiment n'est pas accessible par une voie échelle, il faut prévoir des dispositions, notamment de désenfumage, importantes. C'est la troisième famille B. Vous voyez à l'écran la difficulté d'accessibilité. L'accessibilité des façades rentre évidemment dans la stratégie de l'attaque du feu en France. Cette accessibilité est régie par des voies, notamment la voie échelle, qui doit avoir des caractéristiques très précises de pente et de solidité pour mettre les stabilisateurs en marche. C'est ce que vous voyez à l'écran. Alors, premier constat, un immeuble de bureau, lui, est classé IGH au-dessus de 28 mètres. Les conséquences immédiates en exploitation sont les agents de sécurité. Il faut 3 agents de sécurité dédiés en permanence à la surveillance de l'IGH. Alors, 3 en permanence, ça veut dire qu'en 3-8, ça fait 9 agents dédiés à la sécurité. C'est un coût très important. De plus, les règles sont rétroactives. Dans un IGH existant, on doit rétroactivement l'encadrer, notamment il y a le passage d'une commission de sécurité. En revanche, un immeuble d'habitation collectif, c'est très différent. Il n'y a pas de commission de sécurité qui passe, il n'y a aucun contrôle de l'administration en phase d'exploitation et aucune rétroactivité n'est faite s'il n'y a pas de travaux. La différence entre un IGH, ne serait-ce que dans l'exploitation, et une quatrième famille est très différente dans l'exploitation. On va voir après l'aspect construction. Un exemple assez courant, c'est la résidence de tourisme. À l'écran, vous voyez un bâtiment de 12 étages. Ce bâtiment de 12 étages, soit 36 mètres, serait classé, s'il était ERP de type O, forcément en IGH, GHO. Dans le cas présent, c'est une résidence de tourisme. La résidence de tourisme est classée en quatrième famille, en foyer logement. Ça n'a rien à voir. Les règlements sont totalement différents. En hôtel, il aurait fallu prévoir du sprinklage si l'hôtelier aurait souhaité mettre du potentiel illimité ou beaucoup plus supérieur que la moyenne. Le sprinklage impose des bâches à eau, un débit de 1000 litres par minute sous une pression de 7 bars. De plus, un PC de sécurité et une aire de concentration d'engin est obligatoire devant un IGH, pas dans une résidence de tourisme. Vous voyez, pour une activité quasi identique, on a des règles complètement différentes. Les coûts d'exploitation, vous l'avez vu, sont très différents. Les agents, le groupe électrogène, bâche à eau. Les coûts de construction, on ne les a pas encore développés, mais sont également très différents en IGH. Là, je vais vous présenter en image de synthèse le dernier IGH qui a été livré à la Défense, la Tour des Deux. D'entrée, on voit que les matériaux dans les circulations horizontales et les halls sont assez minérales. Ce sont des matériaux obligatoirement incombustibles, c'est-à-dire métaux, verre, marbre, granit, plate, staff. Sol est toléré sur 15 mètres carrés, un petit peu de mobilier. Et encore, cette tolérance est réglementaire depuis peu, depuis 2011. Ces règles, en effet, ont été révisées en 2011 afin de permettre d'intégrer toutes les architectures les plus contemporaines. À l'écran, un deuxième projet qui n'a pas été réalisé. Ce projet intègre une multitude d'ERP et d'activités dans le même dossier, dans la même opération. Vous allez voir les conséquences qu'il peut y avoir. C'est un projet qui a été programmé avec beaucoup de succès, mais il faut tout sprinkler. On a des ERP, des logements, des bureaux, des hôtels. Donc le bâtiment est très complexe. De plus, les résistances au feu de toutes les structures en IGH doivent répondre à des performances de résistance au feu importantes, de l'ordre de 2 heures jusqu'à 200 mètres, puis 3 heures dans le cas d'ITGH.
Les éléments concernés sont évidemment les poteaux, les poutres, les planchers, les parois entre compartiments, les parois des escaliers et des sas. Ce n'est pas du tout le cas en quatrième famille. Vous allez voir qu'en IMH, ça sera un compromis entre les dispositions réglementaires les plus pertinentes. Les façades des IGH, ainsi que de quatrième famille, sont également encadrées par des règles très précises. En IGH, on a une attestation obligatoire par un laboratoire agréé. Effectis, CSTB, CERIB. Les façades des IGH, les façades sont extrêmement précises. Il faut respecter évidemment un CPLD, mais également une nature de matériaux de type A1, A2. Ça, c'est l'IGH que vous voyez à l'écran. Le C+D, on va le voir un petit peu après, est évidemment obligatoire. On s'aperçoit que ce sont des dispositions importantes et qui seront très certainement conservées dans l'immeuble de moyenne hauteur. Vous voyez à l'écran un incendie qui a eu lieu. Ce bâtiment de logement possède un C+D efficace, puisque dans cet incendie, il n'y a eu aucune victime et surtout aucune propagation par les façades. Donc, ce compromis sera fait par des scientifiques, des officiers pompiers, des ingénieurs, et ce texte permettra d'encadrer tous ces risques. On l'a vu assez récemment, il y a un peu plus d'1 an et demi, au Royaume-Uni, les façades ont engendré un drame épouvantable. En IGH, on a également un SSI de catégorie A qui est obligatoire. Alors, c'est un véritable automate à l'échelle d'un bâtiment. Vous voyez à l'écran, lorsqu'il y a un incendie, automatiquement, le SSI informe le PC de sécurité, les agents, et met en sécurité le niveau concerné par le moindre déclenchement d'un incendie. La détection incendie met le niveau en sécurité. Alors vous allez voir, mettre un niveau en sécurité, c'est par exemple assurer le compartimentage. Ce principe sera suggéré dans les règles IMH, ainsi que cette automatisation par un SSI de catégorie A. Le principe est d'isoler horizontalement un niveau par rapport à l'autre. Ce principe est très retenu dans les projets. Ça permet évidemment dans chaque compartiment d'avoir une liberté de cloisonnement absolue. C'est l'image que vous voyez. Donc ce principe sera suggéré dans l'IMH. Une autre disposition actionnée, c'est le désenfumage mécanique. On va sanctuariser l'escalier dans l'IMH, c'est-à-dire le mettre certainement en surpression pour éviter qu'une fumée parasite le contamine. Mais on devra également assurer le désenfumage de chaque niveau, en fonction du scénario que souhaite le promoteur. Alors le désenfumage mécanique est une disposition très contraignante, puisque en règle générale, il faut le prévoir dès la construction. Vous avez en image de synthèse comment on construit un désenfumage mécanique. On commence généralement par imaginer la trémie à chaque plancher, puis la gaine coupe-feu, qui sera munie de bouches. À l'écran, la ventilation haute. C'est la ventilation haute qui désenfume les fumées de combustion gorgées de cendres. Mais ça ne suffit pas. Il faut, pour que le désenfumage soit efficace, un balayage, et à ce moment-là, il faut prévoir une ventilation basse. Ce sont une prise d'air frais, qui est en couleur bleue à l'écran, qui est aspirée de l'extérieur, qui est soufflée dans la zone contaminée par l'incendie. Ce balayage permet d'absorber et d'extraire les fumées de combustion. Ce sont des fumées qui peuvent atteindre 400 degrés et qui ont des cendres de combustion. Donc, vous voyez, on va faire le circuit de ce désenfumage mécanique qui n'est pas très bien compris. Ce sont bien des volets et non des clapets. Seul le volet concerné par le niveau contaminé, là, je vous ai fait rentrer dans une gaine de désenfumage. Donc, on est en ventilation basse, on est l'air frais, on arrive au niveau concerné par l'incendie, le volet s'ouvre, puis balaye la zone, le couloir ou le compartiment, enfumé par l'incendie. Ces fumées sont aspirées, sont extraites
par un moteur qui tient 400 degrés dans le volet de la ventilation haute, puis repart vers l'extérieur, évidemment, et on le refoule dans l'atmosphère. On est dans une disposition exceptionnelle d'incendie. En 2 mots, la réglementation IGH sera écrite en obligation de résultat. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage aura le choix, d'imaginer comment il va construire son bâtiment. Soit, par exemple, en une évacuation générale, comme on le fait aujourd'hui dans un immeuble de bureau, soit par une évacuation ponctuelle, comme on le fait en IGH aujourd'hui. Voilà. Le principe, ça sera de se rapprocher de la réglementation existante afin d'économiser 1000 € par mètre carré par rapport à un IGH. Le service de sécurité ne sera plus obligatoire dans les zones privatives, évidemment. Enfin, l'objectif, c'est de simplifier le changement d'usage et la mixité d'usage au sein du même établissement. Par exemple, un rez-de-chaussée, un magasin, un commerce, premier étage, une crèche ou une école, ensuite un centre médical, des bureaux et enfin des logements. Voilà, une mixité totale sans avoir recours à un sprinkler. En revanche, on va prendre quand même le C+D et certainement une réaction au feu encadrée soit par une prescription, soit par des guides, les guides actuels. Dans tous les cas, on va sanctuariser ces escaliers qui restent un élément essentiel en incendie. Sanctuariser, ça veut dire des matériaux incombustibles dans l'escalier. Ça veut dire absence totale de fumée parasite qui rentre dans l'escalier. Un escalier est un volume unique. Donc s'il y a un incendie au rez-de-chaussée, il contamine l'ensemble des volus. Donc évidemment, il y aura des fermes-portes, mais on peut peut-être imaginer une mise en surpression de cet escalier, voire des sas. En revanche, il n'y aura plus l'aspect incombustible des matériaux, des halls, comme vous voyez à l'écran. Si c'est un IMH logement, on pourra avoir des boîtes aux lettres, évidemment, et des matériaux un petit peu plus souples que celui qu'on peut trouver dans les IGH, c'est-à-dire incombustibles. Donc voilà, alors on peut imaginer un IMH avec une stabilité au feu entre 1 heure et 1 heure et demie. Cet IMH sera muni de C+D, très certainement. Ce C+D ou cette réaction au feu des façades sera encadré par des guides rentrant dans le cadre de la loi souple. Enfin, des colonnes d'incendie seront intégrées certainement dans cet IMH. Ce qui est intéressant, c'est que le principe du compartimentage va être également suggéré dans le futur texte d'IMH. Le compartimentage, c'est ce principe d'évacuer horizontalement d'un plateau à l'autre. Ça diminue l'effet de panique et ensuite on peut différer une évacuation d'un compartiment à l'autre. Les espaces d'attente sécurisés seront également intégrés dans l'immeuble de moyenne hauteur. Ces espaces d'attente sécurisés, vous voyez à l'écran, c'est pour les usagers en fauteuil. En cas d'incendie, ces usagers auront la possibilité de se réfugier dans un espace d'attente sécurisé qui peut être ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire un local dédié, mais ça peut être également une autre zone de sécurité. Enfin, l'intercommunication sera imposée à tous les étages, c'est-à-dire un interphone qui permet de communiquer entre chaque étage et par rapport au rez-de-chaussée. Ça permet d'adapter l'attaque du feu. Pour finir, l'IMH va supprimer la 4e famille, l'IGH W1 et l'IGH de type GHZ. Excusez-nous pour les erreurs de